Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 1990. Ben Laden est de retour en Arabie Saoudite. Il capitalise sur ses exploits militaires durant le conflit soviéto-afghan. Sa mère ne le reconnaît plus. La guerre a fait de son garçon timide et bien élevé un homme radicalisé. Chaque semaine, Oussama prêche à la mosquée pour convertir les fidèles à l'islam politique et au djihad mondial. L'URSS s'est disloquée, mais l'impérialisme n'est pas vaincu. Les États-Unis continuent d'imposer leur puissance au monde musulman. Aux croyants qui viennent nombreux pour l'écouter, Ben Laden prône ainsi le djihad contre l'Amérique. Et le pays du président George Bush s'apprête à lui fournir une nouvelle raison de le haïr. Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Saddam Hussein accuse son voisin de ne pas respecter les accords de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le Koweït surproduit et fait baisser le prix du baril. L'Irak perd 7 milliards de dollars par an. C'est aussi l'occasion pour Bagdad de s'approprier de nouveaux terrains pétrolifères et d'annexer un État historiquement rattaché à l'Irak. Saddam Hussein ne compte pas s'arrêter là. Il est également prêt à s'attaquer à l'Arabie Saoudite si le royaume n'efface pas ses dettes. C'est toute la région qui risque de basculer dans la guerre et d'entraîner les cours du pétrole dans sa chute. Ben Laden propose ses services à la famille royale pour défendre le Koweït de l'agression irakienne. À travers Al-Qaïda, l'organisation qu'il a créée à l'été 1988, il peut mobiliser de nombreux moudjahidines qui n'attendent qu'un signe de sa part. Une armée de l'ombre préparée au djihad. Un an plus tôt, le cofondateur d'Al-Qaïda, Abdallah Azzam, l'ancien maître à penser d'Oussama, est mort dans un attentat au Pakistan. À présent, Ayman al-Zawahiri a le champ libre pour entraîner Ben Laden dans ses projets de djihad offensif. Il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'opération pour les mettre à exécution. L'invasion du Koweït leur offre une opportunité en or. Mais le royaume saoudien refuse la main tendue de Ben Laden et préfère serrer celle du président Bush. La famille royale est soucieuse de préserver ses relations diplomatiques avec le principal exploitant de pétrole dans le pays. Et les prêches anti-américaines du djihadiste millionnaire passent mal. L'armée américaine se déploie en Arabie Saoudite, bientôt rejointe par une coalition de 35 pays missionnés par l'ONU. Oussama fulmine face à ce qu'il considère comme une hérésie. Des mécréants en Terre Sainte. Les Al Saoud ont fait de la patrie de Mahomet un protectorat américain. C'est la preuve, selon lui, de la corruption de la famille royale et de son impiété. Ben Laden est d'autant plus amer qu'il ne pardonne pas à la dynastie saoudienne d'avoir coupé les vivres à la résistance afghane. Et il ne se prive pas de le dire à la mosquée devant un public de plus en plus conquis. Ces diatribes remontent aux oreilles du roi qui lui fait confisquer son passeport et l'interdit de séjour sur le sol saoudien. Qu'à cela ne tienne, Ben Laden va se choisir un nouveau pays d'adoption. Après tout, le djihad n'a pas de frontières. Tandis que l'opération Tempête du désert met un terme à la première guerre du Golfe, le 28 février 1991, Oussama Ben Laden s'envole pour le Soudan, tournant définitivement le dos à sa terre natale. Depuis son coup d'État en 1989, Omar el-Béchir tient le Soudan d'une main de fer. Sous l'influence d'Hassan al-Torabi, son plus proche conseiller,
le général al-Béchir impose la charia à son peuple. Hassan al-Torabi appartient à la Société des Frères musulmans. Surnommé le Pape Noir, il défend l'idée d'une internationale islamique et ouvre les portes du pays aux djihadistes du monde entier. Khartoum, la capitale, est un refuge de terroristes. Dans ces rues, on peut même croiser Carlos, le terroriste vénézuélien, qui s'est mis au service des dictatures arabes. Pour Ben Laden, le Soudan fait office d'oasis au milieu du désert. En mai 91, le Saoudien pose ses valises dans un quartier huppé de Khartoum, non loin de la résidence d'Hassan al-Tourabi. Le guide de la Révolution l'invite d'ailleurs dans toutes les cérémonies officielles. Les deux hommes partagent des valeurs communes et la même ambition d'instaurer un État islamique transnational. Al-Tourabi espère aussi que les millions de Ben Laden donnent un coup d'accélérateur décisif à l'économie soudanaise. Le Saoudien a beau avoir quitté son pays d'origine, il a conservé ses parts dans la société familiale. Et il en tire de juteux bénéfices. Ben Laden joue le jeu d'Al-Tourabi. Il sait qu'il doit se faire des amis pour qu'on le laisse libre de développer son organisation et pour prolonger son asile. Il fonde alors, au Soudan, une véritable holding. Import-export, commercialisation de produits agricoles, investissement et travaux publics, la spécialité des Ben Laden. Autant de sociétés réelles ou fictives qui masquent ces transferts occultes en faveur du djihadisme international. Depuis son départ d'Afghanistan, Ben Laden soutient financièrement les combattants formés dans ses camps d'entraînement et qui sont rentrés dans leur pays d'origine. Certains tentent d'instaurer un État islamique pendant la guerre de Bosnie, de 92 à 95. Le Saoudien en sponsorise d'autres qui s'attaquent à l'armée américaine en Somalie, à la fin de l'année 92. Ben Laden reste discret au sujet de ses investissements. Il brouille les pistes. Au Soudan, il passe pour un homme d'affaires respectable, placide et courtois, insoupçonnable. Le 6 décembre 1993, un article du quotidien britannique The Independent le dépeint même comme un partisan de la paix. Le régime saoudien, lui, ne s'y trompe pas. Les accusations que Ben Laden adresse à la famille royale ne sont pas des paroles en l'air. Et la menace d'attentats terroristes s'affermit de jour en jour. En 1994, le royaume prive Oussama Ben Laden de sa nationalité, faisant de lui un apatride qui n'a plus que le djihad pour patrie. Les Ben Laden ont pour tenté pour ramener Oussama dans le chemin de la modération. Sa mère s'est même déplacée au Soudan pour l'inciter à faire amende honorable auprès de la famille royale saoudienne. Mais Oussama n'a aucune intention de faillir à sa mission sacrée. Il est au service de Dieu. Il ne trahira pas ses engagements. Les Ben Laden finissent par l'écarter de l'entreprise familiale. Ses parts sont vendues et il est banni. Du moins, officiellement. En secret, il continue de recevoir d'importantes sommes d'une partie des élites financières et religieuses saoudiennes qui soutiennent son djihad. Au milieu des années 90, la CIA commence à s'intéresser à Ben Laden. Son argent laisse des traces partout où les djihadistes mènent des attaques. En octobre 1993, à Mogadiscio, des islamistes abattent 2 hélicoptères Black Hawk, des faucons noirs, de l'armée américaine. 18 Marines y laissent la vie. En guise de trophée, les rebelles traînent leurs dépouilles dans les rues de la capitale somalienne. C'est Ben Laden qui a permis aux islamistes de s'armer. À Paris, à l'été et à l'automne 1995, les Algériens du groupe islamique armé commettent plusieurs attentats, faisant 8 morts. Dans leur enquête, les policiers de l'antiterrorisme français mettent la main sur plusieurs documents qui désignent Ben Laden comme le financier de ces attaques. La DGSE s'empare du dossier et mène l'enquête. Les services secrets français remontent progressivement la piste de l'argent et découvrent une organisation dont ils ne savaient rien encore. Al-Qaïda. L'année suivante, en 1996, leurs homologues de la CIA créent une unité spéciale, l'unité Ben Laden. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. En cette année 1996,
Oussama Ben Laden sent le vent tourner. Les États-Unis durcissent les sanctions qu'ils infligent au Soudan. Khartoum est soumis à un embargo sévère sur les transferts de technologie et les transactions bancaires en dollars. Le régime du général El-Béchir était déjà sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Mais l'administration Clinton vient de franchir un nouveau cap. Pour desserrer les taux, le Soudan doit faire un effort et commence à livrer les terroristes notoires à qui il a offert l'asile. Ben Laden doit partir. Mais il ne peut pas rentrer en Arabie Saoudite. Il n'a plus la nationalité saoudienne. Et les autorités l'attendent de pied ferme. Il se réfugie alors dans son pays de cœur, là où il a gagné ses lettres de noblesse, là où tout a commencé, l'Afghanistan. Ben Laden arrive à Kandahar en mai 1996. Depuis qu'il l'a quitté, le pays des Moudjahidines étouffe sous le joug d'une guerre civile interminable. Depuis 2 ans, ce sont les talibans qui tirent leur épingle du jeu. Sous la coupe du Mollah Omar, ces anciens étudiants des écoles coraniques et de la zone tribale pakistanaise contrôlent la moitié de l'Afghanistan. Partout où ils règnent, les talibans imposent la charia la plus stricte. Une législation qui recycle un ensemble de doctrines, dont le wahhabisme saoudien. Au-delà du fondamentalisme qui les lie, Ben Laden met les petits plats dans les grands pour séduire le Mollah Omar. Il lui fait construire une maison et assure un soutien financier à l'organisation. De nombreux projets d'infrastructure sont lancés avec son argent. De quoi permettre aux talibans de s'acheter une image de grand bâtisseur auprès de la population. En échange, le Mollah Omar ouvre les bras à Ben Laden et lui laisse le champ libre pour se consacrer au djihadisme international. Le 23 août 1996, il enregistre une vidéo à l'adresse de tous les djihadistes reliés de près ou de loin à Al-Qaïda. Face à la caméra, il accuse l'Alliance judéo-croisée et ses valets de massacrer les musulmans du monde entier. En Palestine, en Irak, au Liban, au Tadjikistan, aux Philippines, en Somalie, en Tchétchénie. La liste est trop longue. Il est grand temps de riposter et de s'engager dans la guerre contre l'Amérique et ses alliés. Septembre 1996. Kaboul, la capitale afghane, vient de tomber aux mains des talibans. L'émirat islamique d'Afghanistan est instauré autour du Mollah Omar. Le 27 septembre, ses partisans capturent l'ancien président communiste, Mohammad Najibullah, qui s'est réfugié dans un bâtiment de l'ONU. Ils le torturent, l'émasculent et le traînent à l'arrière d'un camion. Ils finissent par le pendre à un lampadaire au beau milieu d'un carrefour. Un acte inaugural au goût de sang, en manière d'avertissement pour quiconque voudrait s'opposer aux talibans. Ben Laden, lui, n'en a aucune intention. Au contraire, il se tient prêt à mettre ses combattants à leur service. Le régime afghan le lui rend bien et blanchit l'ex-saoudien des accusations que l'Occident et ses soutiens formulent à son encontre. Ben Laden a bel et bien retrouvé sa terre promise. Et il œuvre pour ne pas être le seul. « 1998. Depuis 2 ans, Ben Laden a réactivé les camps d'entraînement laissés à l'abandon à la fin de la guerre contre les soviétiques. Des islamistes du monde entier viennent s'y former avant de retourner dans leur pays et de transmettre leurs enseignements. Ben Laden espère ainsi que la nécessité du djihad se transmette à tous les musulmans de la planète. Prendre le monde dans la toile d'Al-Qaïda. L'organisation cesse ainsi d'être une coquille vide, un simple réseau de contacts. Elle devient une force militaire internationale dont les membres bénéficient d'un salaire, de vacances et d'une assurance maladie. Et Ben Laden n'est rien d'autre que le chef d'état-major de ces soldats qui se battent au nom de Dieu. Oussama est enfin un leader de premier plan, comme son père avant lui. Mais, contrairement à son père, l'ex-saoudien n'en fait pas étalage en accord avec ses principes religieux. Tel le prophète, il vit humblement parmi ces hommes, partageant leurs repas et leur désir de mourir en martyr. Le seul péché qu'on lui connaisse, c'est sa volonté à vouloir attirer la lumière, jusqu'à devenir le visage du djihadisme. Mai 1998. ABC News est parvenu à décrocher une interview d'Oussama Ben Laden. C'est le journaliste John Miller qui est chargé de recueillir la déclaration du milliardaire. Il le rencontre dans un petit village de l'Hindoukour, à quelques kilomètres de la frontière avec le Pakistan.
Ben Laden y vit avec sa famille et sa garde rapprochée, dans une maison au confort spartiate. Filmé devant une carte du monde, qui pourrait tout aussi bien se trouver dans une salle de classe, le Saoudien déchu menace la première puissance mondiale. Il affirme que le djihad contre les États-Unis est plus important que celui contre l'URSS. Il accuse Washington de souiller les lieux saints de l'islam par sa présence militaire en Arabie Saoudite. Et il prévoit un jour noir pour l'Amérique. Elle devra ramasser les corps de ses enfants jusque sur son sol. Quelques jours plus tard, le 26 mai 1998, Ben Laden enfonce le clou. En compagnie d'Ayman al-Zawahiri, le cofondateur d'Al-Qaïda, il annonce aux journalistes venus de tout le Moyen-Orient la création d'un front islamique mondial contre les Juifs et les croisés. La lutte ne cessera pas tant que les armées américaines et leurs alliés continueront d'occuper des territoires musulmans. Pour prouver qu'il a les moyens de ses ambitions, Ben Laden organise la visite guidée de l'un de ses camps d'entraînement. Une cour de djihadistes l'entoure comme le Messie, vidant le chargeur de leur kalachnikov vers le ciel. Sur les crêtes, des armes lourdes font la démonstration de leur puissance de feu. Ben Laden ne veut laisser aucun doute quant à ses intentions. Il vient officiellement de déclarer la guerre à l'Occident. Et le premier acte de ce conflit d'un nouveau genre se joue à Nairobi, au Kenya, le 7 août 1998. Il est presque 10h30 lorsqu'une fusillade retentit devant l'ambassade américaine. Les agents du corps diplomatique se rapprochent des fenêtres pour voir d'où proviennent les coups de feu. Ils distinguent tout juste un pick-up Toyota à l'entrée du parking avant qu'il n'explose. L'énorme déflagration pulvérise les vitres et fauche la vie de 213 personnes, dont 12 ressortissants états-uniens. Quelques minutes plus tard, un attentat suivant le même mode opératoire vise l'ambassade des États-Unis à Dar es Salaam, en Tanzanie. Bilan, 11 morts, mais aucun Américain. Les deux attaques simultanées sont les premières à porter clairement le sceau Al-Qaïda. Le président Bill Clinton déclenche aussitôt l'opération Infinite Search. Le 20 août, moins de 15 jours après les attentats, 75 missiles de croisière BGM-109 Tomahawk quittent les tubes de lancement des cuirassés de l'US Navy. Destination, les camps d'entraînement de Ben Laden en Afghanistan et une usine au Soudan accusée de produire des armes chimiques pour Al-Qaïda. En échange de l'ex-saoudien, les États-Unis offrent 5 millions de dollars. Mais Ben Laden ne craint rien en Afghanistan. Des millions, il en a aussi à proposer au régime du Mollah Omar. Et le Coran interdit à un hôte de trahir son invité. Alors Ben Laden poursuit sa guerre sainte contre l'Amérique. Il a choisi son arme, le terrorisme international. Il est impatient d'infliger à Washington sa première défaite sur son sol.